Eh bien, on va pouvoir démarrer. Donc, encore une fois, je renouvelle mon mot de bienvenue et mes remerciements à chacun pour s'être connecté à ce troisième webinaire Les Mardis de la donnée de santé. Toujours le même format, 30 minutes, où le S-Data Hub et ses partenaires présentent un des modules de cette formation sur le SNDS historique et s'ensuivra quelques minutes, un petit quart d'heure, où on répondra à l'ensemble des questions que vous aurez pu nous poser, en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'il y en a, on l'a constaté la dernière fois, beaucoup de questions, donc on essaye de toutes les traiter, et quand ce n'est pas fait, eh bien, on pourra se reporter sur une actualité à laquelle, en tout cas, on répondra au maximum. Avant de démarrer à proprement parler ce webinaire, je vais donner la parole et faire un petit tour de table donc avec ceux qui m'accompagnent dans la présentation donc, de ce module. Donc moi, je suis Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne du Health Data Hub. Il y a également à mes côtés Arthur Dauphin. Bonjour à tous. Donc, je suis chargé de mission numérique en santé pour France Asso Santé, qui réunit du coup une centaine d'associations de patients et d'usagers de systèmes de santé. Merci Arthur. Il y a également Hervé Servi. Bonjour à tous et à toutes. Hervé Servi, donc je travaille pour une société spécialisée en recherche qui est titulaire d'un marché pour accompagner le F-Data Hub dans notamment la construction et de ces slides qui sont passionnants et d'autant plus celui d'aujourd'hui qui s'adresse au public des associations d'usagers et de patients. Merci Hervé. Tess d'Armagnac. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Tess d'Armagnac, juriste au service de la santé de la CNIL. Et donc, c'est l'accompagnement juridique dont je m'occupe dans le secteur de la santé. On va vous présenter dans quelques minutes la CNIL notamment. Merci beaucoup. Et Claude Gissot. Bonjour à tous, donc Claude Gissot, je suis directeur de projet à la DRES, donc Direction de la recherche, évaluation, études et statistiques du ministère de la Santé et de la Prévention. Et j'assiste ce groupe-là en tant que responsable du pilotage ministériel du système national des données de santé. Très bien, merci beaucoup. On peut passer à la slide suivante et ça vous permettra ici de voir en fait l'ensemble de nos partenaires. L'assurance maladie n'étant pas là pour ce webinaire, mais évidemment fait partie de nos partenaires pour l'ensemble de cette formation sur le SNDS historique. 2 webinaires ont déjà eu lieu. Le premier ayant permis en fait de voir, d'avoir une idée des types de données qu'il y avait dans le système national des données de santé. Pour rappel, l'ensemble de ces modules sont en accès libre, notamment sur le site du S-Data Hub, mais aussi de France Asso Santé. Vous pouvez les télécharger évidemment très facilement. Et vous pouvez retrouver le replay de ce premier module qui est également en ligne. La dernière fois, on a eu un autre webinaire et cette fois, c'était vraiment sur le sujet de l'accès, comment on accède à ces données. Et maintenant, notre webinaire, c'est vraiment sur les ressources. Alors, on a appelé ça les ressources pour les associations. En fait, c'est pour tout le monde. On l'a ciblé association, mais ça pourrait concerner en fait l'ensemble des acteurs qui souhaitent pouvoir accéder en fait au système national de données de santé et qui vont trouver ici des réponses. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et à la slide encore suivante, parce que là, ça est éclairé. Pas de problème. Merci beaucoup. L'objectif, c'est de se dire finalement pourquoi ce module et on va en sortir avec quoi. Pourquoi ce module? Bien parce que souvent, quand il s'agit de se mettre à accéder et concrètement à vouloir porter une étude sur le système national des données de santé, on ne sait pas par quel bout le prendre. Par quoi je dois démarrer? Quelles questions je dois me poser? Est-ce qu'il faut que je constitue une équipe recherche? C'est quoi la réglementation, etc. L'objectif de ce module, c'est de vous donner ce cadrage principal et de vous montrer qu'en fait, bien sûr, y accéder, c'est un travail, mais que le sujet n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir les bonnes pratiques et une bonne vision des différents process pour pouvoir y accéder et on va vous le montrer dans le cadre de ce webinaire. Donc, en sortant de ce webinaire, eh bien, vous allez comprendre l'organisation générale d'un projet. Vous allez comprendre où trouver les réponses à vos questions techniques et juridiques qui peuvent arriver en amont, mais qui arriveront aussi pendant l'exécution de votre projet. Et puis, vous pourrez identifier aussi les personnes ressources qui peuvent vous assister pendant votre projet. Et quand on dit pendant, en fait, c'est beaucoup avant, mais aussi pendant. Et l'ensemble de ces acteurs sont là systématiquement pour pouvoir vous aider. L'idée, c'est que ce SNDS puisse être très largement utilisé par tous. Merci beaucoup, Caroline, pour
cette introduction et donc je vais prendre la suite pour démarrer sur effectivement, on essaie de faire une liste de petites questions et la première question finalement à laquelle on doit essayer de répondre finalement, parce que c'est un petit peu l'origine aussi de la démarche, c'est pourquoi suis-je légitime en tant qu'association, alors Caroline, tu disais, association ou autre acteur, société civile, etc., à monter un projet finalement de recherche en santé. Donc, on va pour ça s'intéresser à l'exemple d'une équipe, d'une association de patients avec Anne-Marie. Anne-Marie, elle est chef d'équipe justement au sein d'une association de patients et elle est intéressée finalement pour pour produire des analyses, pour documenter des problématiques qui sont remontées par leurs adhérents. Alors, Anne-Marie, évidemment, elle n'est pas toute seule. Elle a une équipe avec elle. Donc, par exemple, dans l'exemple-ci, on a Jean, donc un statisticien et donc qui va traiter des données. En tout cas, il est capable de faire ça. Charlotte, qui est une chargée de projet, qui va faire la communication entre l'association, les adhérents, et aussi Ousmane, qui est lui un médecin externe à l'association, mais du coup qui aide aussi l'association et qui pourra donc être utile, notamment pour comprendre quel type de données, comment interpréter les résultats de tout ça d'un point de vue plus médical et scientifique. Alors ensemble, finalement, cette équipe, elle va se dire, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas monter notre premier projet orienté sur les données de santé pour notre association? Et en fait, l'idée, ce serait d'essayer de répondre à une question qui se pose, que vous voyez du coup en violet, et qui finalement, dans notre cas, est quels sont les traitements les plus fréquents en pratique lors d'une poussée de la maladie de Crohn chez l'enfant? La maladie de Crohn, qui est une maladie chronique inflammatoire des intestins. Et donc, pour essayer de répondre à ces questions, ils vont essayer finalement d'utiliser des données de soins qui existent, de bases existantes, avec des objectifs qui sont un petit peu des sous-questions finalement. Ils seraient intéressés de pouvoir identifier les poussées de la maladie en lien avec la perfusion d'un certain médicament à l'hôpital, ou alors d'essayer de recenser les traitements qui sont délivrés en ville, par exemple, lors de ces périodes. Et donc finalement, pourquoi on est légitime en tant qu'association? Parce que les travaux de recherche sont majoritairement finalement montés, portés par des chercheurs ou des industriels et qui ne peuvent pas se saisir de tous les sujets. Donc il y a une réelle opportunité pour que les associations, par exemple, puissent réaliser des analyses des données qui viennent des patients, guidées par les patients. Donc, avec l'expérience unique finalement des associations qui, elles, recensent et recueillent les besoins, les témoignages des usagers et des patients, ils sont tout à fait à même de formaliser des questions et donc des projets autonomes finalement pour analyser ces données. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et donc, elles vont mettre en œuvre ces projets, évidemment pas toutes seules, en combinant leur proximité avec les patients, leur expertise et en collaborant avec du coup des acteurs de la recherche qu'on va pouvoir détailler. Et donc la légitimité des associations, elle fait bien sûr pas de doute. Si on s'intéresse du coup à la deuxième question qu'on se posait, je suis légitime, mais est-ce que je sais justifier finalement ce que j'essaye de montrer ou ce que je veux documenter? C'est ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu l'étape suivante du coup dans le cheminement. On l'a dit, Anne-Marie, on a besoin de partir d'une question finalement, une question de recherche. Elle doit formuler un besoin de connaissance. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître, de documenter? Par exemple, comment une maladie est prise en charge en vie réelle. On peut aller plus loin et par exemple de dire est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le département de résidence et la prise en charge d'une maladie? Donc la question de recherche, elle va être primordiale, il faudra bien la définir parce qu'elle va servir à justifier un point de vue scientifique et à définir ce point de vue éthique et juridique ensuite. Donc, une fois qu'on a la question, il faut réfléchir comment on peut y répondre. Et dans le cadre d'une étude sur données de santé qui viennent du système national des données de santé, les données de l'assurance maladie pour résumer, comment on peut répondre à cette question? Ça doit être clairement décrit dans le document qui est en fait le protocole scientifique. Et donc ce protocole, il va falloir décrire les objectifs scientifiques, justifier notamment l'intérêt public et le respect de l'éthique, on va le voir un petit peu plus tard, décrire la méthodologie justement, comment on va utiliser les données pour répondre à notre question. Et donc c'est une étape qui est évidemment primordiale de bien constituer ce dossier. Et donc évidemment, une question, comment on essaie d'y répondre, mais quelles données il faut finalement pour arriver au résultat qu'on cherche à avoir? Eh bien, ça va dépendre justement de cette question de recherche. Dans tous les cas, il va falloir justifier quelles sont les données, est-ce qu'on a besoin de toutes, pourquoi on les utilise. C'est le principe de minimisation des données. Et donc, dans un exemple, si on veut étudier on pourra détailler plus tard, mais les traitements complémentaires, il va falloir bien réfléchir quels sont les types de données qui vont nous être utiles, mais ce n'est pas forcément tout. Et je vais passer la parole à Hervé pour les questions suivantes. Merci Arthur. Effectivement, cette démarche pédagogique, on va vous donner quelques petites clés aujourd'hui parce que notamment si vous vous intéressez à ce type de projet, vous allez être
il y a un grand nombre d'accompagnements qui sont disponibles, il y a un assez grand nombre de documentation, et il y a un petit vocabulaire, donc juste qu'on soit entre guillemets tous d'accord au moins le temps d'un moment. Donc, la question, c'est qu'en général, on va faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est observer qu'est-ce qui se passe, pour le dire en langage populaire, c'est la distribution des déterminants, puis des évolutions des états de santé. Et il y a quelques mots-clés à connaître. On peut parler d'une première chose qui est l'occurrence d'un phénomène, c'est-à-dire est-ce qu'il se produit ou pas dans une certaine population. Après, c'est son incidence. L'incidence, c'est quoi? C'est le nombre de nouvelles personnes qui sont concernées par ce phénomène. La prévalence, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui, en ce moment, sont concernées par le phénomène. Souvent, on prend l'exemple de la baignoire. Vous imaginez que vous remplissez une baignoire. Le flux d'eau qui arrive dans la baignoire, ça s'appelle l'incidence. Toute l'eau qui est déjà dans la baignoire, ça s'appelle la prévalence. Quand on parle, une dernière chose dans l'objectif, entre guillemets, de l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, quand on parle de schéma de traitement habituel, c'est dire finalement, c'est comment une personne est-elle prise en charge, le traitement pouvant être bien évidemment par-delà le seul médicament, c'est la manière globale dont la personne a été prise en charge. Alors pour faire toutes ces choses-là, il y a une chose qui va être très importante, c'est qu'on va devoir identifier la population. La population, c'est quoi? C'est finalement, c'est l'ensemble de personnes qui partagent un certain nombre de caractéristiques qui nous intéressent. Par exemple, ici, la maladie de Crohn. Mais on va le voir avec un exemple. Alors, par exemple, si vous consultez, je sais pas, une statistique sur un sujet complètement différent, qui est par exemple le cancer. Si on regarde le cancer, on peut trouver des chiffres qu'en 2018, il y avait 3,8 millions de personnes, malheureusement, en France, qui ont eu un cancer, dont un peu 1800, 1 844 000, il faut que j'apprenne à lire les chiffres, hommes et 1 900 000 femmes. Et on donne des chiffres sur un certain nombre de nouveaux cancers. Est-ce qu'il y a des facteurs associés? Et donc, vis-à-vis des termes que je vous ai précisés tout à l'heure, en fait, la prévalence, c'est quoi? C'est de dire le nombre de personnes qui, chaque année, effectivement, sont atteintes d'un cancer. L'incidence, pardonnez-moi, c'est le nombre de nouveaux cancers, effectivement, en France. L'occurrence, c'est par exemple un phénomène qui est 40% des cancers sont associés à des facteurs de risque primaires et pourraient être évités. Donc ça, c'est l'occurrence d'un phénomène au sein d'une population. Et les schémas de traitement, c'est par exemple quand on décrit les différents types possibles de traitement. Donc c'était un petit exemple pour vous familiariser, entre guillemets, un petit peu avec ces mots-là de prévalence, d'incidence, d'occurrence d'un phénomène et puis de schéma de traitement. Alors, on va voir un petit peu plus opérationnellement. Je crois que c'est moi qui continue sur ce slide. Arthur, c'est cela? Oui, Très tu bien, peux. parfait. Alors, la première, c'est effectivement de toujours penser en termes de co-construction, parce que la terminologie qu'on vient d'utiliser peut vous sembler un petit peu difficile, mais encore une fois, il y a énormément de contenus qui sont là pour vous aider, d'acteurs. Mais justement, il faut penser en termes de co-construction parce que l'association va avoir effectivement un certain prisme, il va donner une certaine ligne directrice et puis s'intéresser peut-être à des phénomènes, vouloir documenter des phénomènes qui sont peut-être oubliés ou peut-être pas souvent portés par la communauté médicale. Donc, elle va être très importante pour donner une direction, mais elle va aussi finalement s'appuyer sur des experts, ça peut être des chercheurs, ça peut être des acteurs privés, et c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, c'est cette co-construction qui est typique, entre guillemets, des projets portés par le monde associatif quand on parle de données de santé. Et c'est, nous pensons tous, ce qui en fait la richesse. Et donc, ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'un acteur soit capable de tout faire tout seul. Sinon, finalement, il va perdre quelque part une certaine sensibilité. Et ce qui est important dans ce type de projet, c'est que chaque partie amène effectivement ce qu'il a d'unique. L'expertise SNDS, une expertise épidémiologique, et puis l'association, surtout, cette expertise sur finalement qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que, justement, malheureusement, n'est pas bien documenté et qui souhaite absolument documenter. C'est cette complémentarité, ce rapprochement des ressources qui est vraiment aujourd'hui la signature de la plupart des projets conduits par le monde associatif sur les données de santé. Et donc, quelle base de données existe pour pouvoir réaliser l'étude? Donc ici, la première chose, c'est de se dire finalement,
il faut pouvoir l'identifier. Comment? La première chose à regarder, c'est est-ce qu'il y a des bases de données en accès libre? Et pour ça, vous pouvez de toute façon utiliser avec une recherche très simple et très exploratoire, notamment en allant sur OpenMedic de l'assurance maladie, ou en tout cas en cliquant sur les liens que vous retrouverez, hein, comme je le disais. Les modules sont en accès libre sur nos sites et donc vous pourrez tout à fait y accéder et pouvoir cliquer sur le lien qui est présenté ici. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter, il faut bien aller vérifier si c'est en accès libre. Vous pouvez évidemment vous attacher à nous contacter, nous, Health Data Hub, aucun problème là-dessus, et aussi consulter en fait notre répertoire public des projets. C'est une source d'information extraordinaire parce qu'elle vous montre tous les projets qui sont menés avec notamment le Système national des données de santé. Et donc, vous allez pouvoir peut-être vérifier si votre projet a déjà été mené ou si votre projet se rapproche de projets menés. Et donc, vous allez avoir accès à quelles bases ils ont existé et ça peut vous donner des idées. Ça peut aussi vous donner l'idée de vous démarquer ou de contacter ces porteurs de projets. Bref, le répertoire public, c'est aussi une source d'information extrêmement importante à la fois pour votre projet en tant que tel, mais aussi pour pouvoir trouver, identifier finalement les bases qui pourraient vous servir et seraient appropriées pour votre projet. Tout à fait, Caroline. Alors, si on regarde, pardonnez-moi, si on regarde un petit peu ces bases, celle à laquelle on pense le plus spontanément, mais on va voir que ce n'est surtout pas la seule, c'est bien sûr le SNDS. Et SNDS, donc, c'est l'ensemble des données de remboursement issues de l'assurance maladie. Parce que c'est l'avantage, effectivement, en France, d'avoir un système finalement relativement centralisé, c'est que l'ensemble des actes, l'ensemble des médicaments, l'ensemble des choses, entre guillemets, qui sont faites avec ou sur les patients, finalement, sont remboursés donc aux patients directement, à l'établissement, aux professionnels de santé. Donc, tout ça atterrit dans une grande base de données. Donc, cette base a l'avantage de suivre quasiment l'exhaustivité de la population française et depuis de très nombreuses années, donc est une source très intéressante justement pour répondre à des questions. Il y a quand même quelques limites, donc tout ça est abordé, comme le disait très bien Caroline, dans un slide kit et dans un webinaire qui est tout à fait dédié, mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas. Il n'y a pas les résultats de biologie, il y a des choses véritablement absentes comme le tabagisme, oui, le tabac n'étant pas remboursé, la consommation d'alcool non plus, voilà. Il y a aussi un certain nombre de choses, comme par exemple, le diagnostic n'est pas directement indiqué, il est indiqué à l'occasion d'une hospitalisation. Alors, pour accéder au SNDS, il y a un certain nombre de démarches qui sont très bien encadrées, qui sont devenues extrêmement pédagogiques depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est un cadre. Et comme le disait Caroline, c'est toujours instructif d'aller voir effectivement les autres projets qui sont en cours d'être conduits, que ce soit par des organismes publics, des organismes privés, des associations. Tout ça est librement répertorié parce que ça peut donner des idées de comment les gens ont fait effectivement pour répondre à une question avec le SNDS. Alors, comme je disais, il n'y a pas que le SNDS dans la vie, il y a quelque chose que l'on appelait avant l'EGB, et puis on a changé de nom, qui s'appelle le SND. Le SND, c'est quoi? C'est tout le SNDS, mais sur une partie de la population française tirée au hasard. Avant, c'était 1%, maintenant, c'est 2%. Vous allez me dire, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que cette base de données est, entre guillemets, un petit peu moins sensible parce que finalement, il n'y a pas de risque de statistiquement recouper quelqu'un parce que c'est au hasard. Un certain nombre de Français ont été tirés dedans. Et donc, ces conditions d'accès sont nettement plus souples et aussi une complexité qui est nettement inférieure parce qu'on travaille avec des bases qui sont singulièrement plus petites. Et donc, c'est très intéressant, si ce n'est que quand on cherche un phénomène très rare, faut avoir beaucoup de chance pour que 2% des Français ne puissent nous donner la réponse. Mais par contre, quand on cherche un phénomène un petit peu large, il n'y a aucun problème d'utiliser cette base, donc l'ancien EGB qui s'appelle maintenant le SND. Une troisième base, auquel on ne pense pas assez, et ça, il faut quand même remercier et féliciter l'effort open data des différentes autorités, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de bases de données qui sont en open data. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. Il suffit de télécharger ces bases. Et par exemple, il y a une que l'on affectionne beaucoup, qui s'appelle OpenMedic, qui vous donne tous les médicaments délivrés en pharmacie en France chaque année. Il y a même une base qui vous donne mois par mois et avec des informations sur le nombre de boîtes, mais exactement, je ne sais pas, du médicament X en plaquette de 16 et qui vous donne aussi des informations par âge et par genre.
voire même par département et par région. Donc, en fait, ça permet déjà de se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on a une particularité de recours d'utilisation de ce médicament dans notre maladie et on se demande si ce médicament finalement est très adopté en France. Ce n'est pas la peine de faire du SNDS pour ça. OpenMedic vous donne la réponse. C'est un gros fichier à télécharger dans, entre guillemets, quelque chose d'un petit peu plus costaud qu'un tableur. Et ça peut répondre déjà à des questions très intéressantes ou se dire, bah, tiens, est-ce qu'on a un phénomène nord-sud un peu dans la France sur l'utilisation de ce médicament versus un autre dans notre pathologie? OpenMedic peut vous le dire. Quel est le profil d'âge des gens qui prennent le médicament X, Y, Z, très, très courant dans notre maladie? On peut avoir ça avec OpenMedic. Alors, les différentes bases en résumé, donc le SNDS, j'ai envie de dire qui est l'outil central, effectivement, parce que c'est lui, effectivement, qui, par construction, agrège un certain nombre de bases de l'assurance maladie au sens large, donc au sens aussi bien le remboursement en ville que le remboursement en établissement, qui, à 2%, nous produit l'ancien EGB qui s'appelle le SND, et puis qui, version extrêmement filtrée et anonymisée, nous produit OpenMedic, mais sachez qu'il y a d'autres Open, il y a OpenLPP, il y a OpenBio, et il y a tout un ensemble de bases très intéressantes en Open Data et qui permettent de répondre déjà à des premières questions d'épidémiologie. Voilà, c'était le petit overview des différentes bases autour du SNDS et qui peuvent être mobilisées. Caroline? Je te laisse pour celle-ci. Pardon, voilà. Décidément, aujourd'hui, j'ai un petit problème de numérotation. Je vous prie de m'en excuser. Alors, se pose la question, Anne-Marie, donc, que l'on a commencé à suivre tout à l'heure avec Arthur, se pose une question, quels sont les traitements les plus fréquents lors de la maladie de Crohn chez l'enfant? Alors, déjà, comment est-ce que finalement on va pouvoir répondre à cette question? La première chose, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on va identifier les poussées de la maladie? Donc, en fait, on va trouver ça soit à travers les hospitalisations, parce que comme je disais, dans les hospitalisations, on a souvent une information sur le code diagnostic ou diagnostic associé. Et après, on peut aussi, et c'est là que la complémentarité est importante, notamment peut-être d'avoir des cliniciens qui vont nous dire, oui, mais par exemple, quand la poussée est suffisamment forte, normalement, systématiquement, on va mettre en perfusion, pour gagner du temps, on va mettre en perfusion tel médicament. Donc, en fait, trouver les gens qui, à un moment, font une poussée de maladie, mais c'est peut-être trouver les gens qui, à un moment, à l'hôpital, bénéficient du traitement X, qui est spécifiquement utilisé pour les poussées, par exemple, de la maladie de Crohn. Et donc, pour répondre aussi finir de répondre à cette question, c'est une fois qu'on a trouvé ces gens, donc ils sont concernés par cet événement, et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, on pourrait chercher les médicaments délivrés en ville pour ces mêmes personnes au même moment, un peu avant et un peu après, par exemple, cette perfusion. Donc, ce qui nous permettrait de répondre à cette question. Et c'est l'intérêt du SNDS, c'est que ça recoupe les bases. Donc, je suis capable de trouver quelqu'un qui a un événement de santé caractérisé par quelque chose qu'on lui fait à l'hôpital et d'aller pour ces mêmes personnes dans les bases du SNDS qui concernent la ville et d'aller trouver, tiens, une semaine avant ou un mois avant, quels étaient les traitements qu'il avait récupérés au comptoir d'une pharmacie. Donc, si vous voyez qu'en fait, on peut suivre des histoires médicales, notamment à travers le SNDS. Alors, je continue sur celui-là, très bien. Alors, de quelles données, effectivement, on va avoir besoin? On va avoir besoin de l'historique médical pendant une période. Alors, tout de suite, on voit dans l'exemple précédent que je vais chercher les gens en poussée par des données hospitalières et après, je vais voir, effectivement, en ville, leur délivrance de médicaments. Donc, je vais avoir besoin des données hospitalières et des données villes. Ça sera une chose très importante. L'OpenMedic dont je vous ai parlé tout à l'heure ne parle que des médicaments délivrés en ville. Donc, attention de ne pas jamais mal conclure. Là, on imagine qu'on est sur le SNDS. Donc, effectivement, on précisera qu'on veut les deux données, le versant hospitalier et le versant, effectivement, ville. Par contre, on va préciser aussi une période parce que il y a une rumeur où des gens pensent que le SNDS, on peut le télécharger, le mettre sur une clé USB et on a tout de tout. Non, je vous rassure, ce n'est techniquement pas possible. Et donc, de toute façon, quand on accède au SNDS, dans 95% des cas, c'est de toute façon par projet. Donc, c'est sur une période limitée. On va dire, je ne veux pas étudier la maladie de Crohn et les poussées de la maladie de Crohn chez l'enfant depuis 1995. Je vais les étudier, par exemple, au cours des 5 dernières années. Donc, on va devoir justifier parce que ça, là-dessus, les différents circuits d'instruction sont très vigilants de dire, mais attendez, pourquoi est-ce que vous voulez autant de monde
Donc, on va toujours être prêt sur le principe d'une minimisation. Surtout que la médecine évoluant, ça ne sert pas à grand-chose de regarder comment on prenait en charge la maladie de Crohn dans les années 90 versus maintenant. Donc là, typiquement, dans notre exemple, on va se limiter à 3 ans, par exemple 2014-2017. On aurait pu, on se souvient, on avait le petit EGB qui a changé de nom, qui s'appelle le SN, le 2%. La maladie de Crohn, je ne sais pas si certains la connaissent, c'est entre 200 et 300 000 personnes en France. Les enfants, OK, ça va faire une frange encore moins. L'échantillon ne suffira pas à conclure. On ne va pas avoir assez de monde et on va avoir que quelques personnes et finalement, ça ne sera pas représentatif. Et donc, en conclusion, ben, effectivement, on va avoir besoin des données du SNDS sur la partie hospitalisation et sur la partie délivrance en ville pour répondre à cette question. Quels sont les médicaments en ville autour qui sont consommés par les patients autour, j'ai envie de dire, d'une poussée de leur maladie. Alors, accéder au SNDS, comme ça paraît simple, finalement, on sait ce qu'on veut, on est clair sur la question, on fait un protocole, mais maintenant, quel est le cadre réglementaire, finalement, pour faire ce projet? Alors là, je crois que c'est une Tess qui va nous expliquer, effectivement, le cadre réglementaire de ce projet. Merci beaucoup. Alors, quel est le cadre réglementaire du projet? Donc, le cadre réglementaire d'un projet dépend donc de la catégorie de l'étude. On parle notamment de recherche qui implique la personne humaine ou qui n'implique pas la personne humaine. Ici, l'étude d'Anne-Marie et son équipe, donc c'est une recherche qui n'implique pas la personne humaine. On va parler de RNIPH. Et donc, l'étude d'Anne-Marie et son équipe doit passer par la procédure standard de demande d'accès aux données qu'on va vous présenter et donc d'accès aux données du SNDS en l'occurrence. Et suivant, j'imagine. Exactement. Donc, comment se déroule une procédure standard qui indique bien qu'il y a d'autres types de procédures. La procédure standard va être la suivante et on va la dérouler progressivement pour dire finalement ce que ça implique. Et là, en premier lieu, c'est de se dire, eh bien, il va y avoir d'abord un projet qui va être déposé au Health Data Hub, à son guichet, qui est le guichet unique. Puis, ce dossier, ce protocole va être soumis, envoyé au CESRES, qui est le comité éthique et scientifique indépendant, et qui va émettre, lui, un avis sur le protocole, le projet qui est soumis. Et si cet avis donc est positif, le dossier basculera cette fois à une autre institution, la CNIL, qui est la seule autorité compétente et indépendante qui fournira donc une autorisation pour accéder aux données de votre projet. Donc, on va dérouler un petit peu plus précisément ce que chacun fait avec le projet qui serait le vôtre. Donc, comme je le disais, au départ de la demande, il y a ce dossier qui doit être déposé au guichet du SData Hub. Donc ça, il y a un espace sur le site internet qui s'appelle donc sur la plateforme Mon Projet. Là encore, je le répète, les slides sont en ligne sur notre page et donc le lien, vous pourrez cliquer dessus si ça vous facilite les choses, mais il est très intuitivement facile de le trouver sur notre site internet. Le dossier de demande, il va comprendre, quand on dit impérativement, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble de ces informations, de ces éléments. Un protocole scientifique tout d'abord, un résumé du protocole, des déclarations d'intérêt, une demande d'autorisation CNIL pré-remplie, la lettre d'information au patient et une checklist. Et on insiste sur le mot impérativement parce que le guichet va justement être présent pour vérifier la complétude de votre dossier. Complétude, il doit y avoir tous ces éléments. On ne peut pas en faire l'impasse. Slide suivante, je crois. Donc, ce n'est pas toujours si évident de se dire impérativement parce que parfois on ne comprend pas le sens de la demande qui vous est faite. Et c'est notamment pour ça qu'on a construit au Data Hub avec un ensemble d'autres partenaires ce qu'on appelle le Starter Kit, c'est un kit de démarrage pour pouvoir à la fois comprendre pourquoi on vous demande certaines pièces, en tout cas dans le cadre de ce dossier, lesquelles, comment y avoir accès, comment y répondre, etc. Ce Starter Kit, c'est un document d'ailleurs qui a aussi été travaillé avec France Assos Santé pour nous assurer qu'il est compréhensible de tous. Et donc, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Donc, le Hub va vérifier la complétude du dossier de par son guichet et il transmet évidemment le cas échéant sous 7 jours ouvrés au comité éthique et scientifique, donc le CESRES, pour évaluation. Ensuite, le CESRES va avoir accès au dossier et il va se prononcer sur différentes choses. Donc, le CESRES, pour rappel, nous, le Health Data Hub, nous en assurons le secrétariat, mais c'est bien un comité indépendant. Le CESRES va se prononcer sur la finalité et la méthodologie, sur la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel, sur la pertinence éthique,
la qualité évidemment scientifique du projet et le cas échéant sur le caractère d'intérêt public que présente le projet. Sur notre site internet, d'ailleurs, vous pouvez avoir accès à la compréhension de ce que chaque mot peut vouloir dire et accès aussi à finalité interdite. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Évidemment, il faudra justifier donc vous de l'intérêt public. Le CESRES, c'est un point important, émet un avis qui va être favorable ou non et un avis avec des recommandations pour vous permettre d'améliorer votre demande d'accès. Et ça, c'est absolument essentiel. On peut passer à la slide suivante qui va concerner, là je laisse Tess en parler puisqu'elle est d'autant plus légitime et on profite de sa présence. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le lire, lorsque la CNIL reçoit un dossier de demande d'autorisation de projet d'étude, elle a 2 mois qui sont renouvelables une fois, donc 2 à 4 mois maximum, pour l'autoriser ou non. Donc, si le projet est autorisé, les données pourront être mises à disposition. Et donc, ça, quand on parle des données du SNDS, ça va notamment être mis à disposition par la CNAM. Donc, les procédures qu'on appelle formalités préalables concernent les traitements de données de santé, donc des données qui sont sensibles. Et cette formalité, cette procédure d'instruction va permettre à la CNIL d'accompagner les porteurs de projets. Et dans cet accompagnement, la CNIL donc, construit également sa doctrine de manière concrète et pragmatique. Et donc, c'est dans l'intérêt des patients, car il y a leurs données de santé qui sont concernées, mais également des porteurs de projets pour donc construire au mieux leur projet et dans le respect des règles. Par exemple, le mois dernier, on a autorisé l'association Rénalou à réaliser une étude consacrée au parcours de jeunes patients insuffisants rénaux au stade de la suppléance. Et donc, c'est une étude qui implique le traitement de données du SNDS. Donc, les dossiers portés par les associations sont très rares, mais ils sont tout à fait possibles. Et cette formation vous aide. Et pour avoir plus de détails sur cette étude autorisée par la CNIL, vous pouvez aller sur le site de Rénalou qui a donc publié quelque chose à ce sujet. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, la CNIL donc, est l'autorité française de régulation pour l'utilisation des données personnelles et elle existe depuis 1978. Donc, c'est une autorité qui est indépendante et en plus de toutes les publications de contenu, d'outils et des réponses aux demandes spécifiques, la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL, donc la direction à laquelle j'appartiens, aide les personnes qui souhaitent faire des projets, donc des recherches en santé et c'est notamment une aide qui passe par des référentiels. Ces référentiels, ce sont des cadres de référence. Donc, c'est pour les aspects juridiques, mais également techniques d'une recherche. Donc, c'est pour bien respecter la loi, on va donc proposer ces référentiels qui incluent les fameuses méthodologies de référence. On va parler de MR et il y en a 6, donc on va parler des MR 1 à 6. Ces procédures simplifiées sont dites donc simplifiées parce qu'un projet conforme à un de ces référentiels peut être mis en œuvre sans autorisation de la CNIL. Alors, vous avez donc plusieurs liens hypertextes que vous pouvez retrouver en ligne. Et donc, pour vous en dire plus sur vraiment l'instruction de la CNIL pour les projets donc, qui n'entrent pas dans le cadre de ces référentiels, donc vous aviez sur la page précédente, donc l'autorisation de la CNIL, vous avez un lien vers les critères, mais vous pouvez passer à la suivante. Merci beaucoup. Donc, vous avez les critères qui sont bien étudiés dans le cadre de l'instruction. Et donc, ces critères sont notamment la bonne information des personnes concernées par le projet, le respect et l'exercice facilité de leurs droits, donc le droit des personnes qui sont concernées par le projet, mais également est-ce que les données sont nécessaires au projet, donc lesquelles, dans quelle mesure, donc concernant la nature des données, mais aussi l'historique des données, comme on vous le disait précédemment. Et enfin, notamment, donc, les mesures de sécurité et de confidentialité qui sont mises en œuvre pour protéger les données qui vont être utilisées dans le cadre d'un projet. Donc enfin, on va parler des compétences qu'il faut qu'il faut avoir pour monter un projet. Donc, il y a notamment quatre métiers. On va parler de responsable de traitement.
Donc, le responsable d'un traitement, ici, le traitement, c'est le projet d'étude. Le responsable de traitement va être la personne qui détermine l'objectif et la façon de réaliser le traitement, donc en l'occurrence, l'étude en santé. Il y a également le responsable de mise en œuvre du traitement. On va parler de RMOT. Et ce responsable, c'est le sous-traitant qui traite les données pour le compte donc, du responsable de traitement. Ici, donc, il s'agit une sous-traitance par une personne qui est qualifiée et autorisée à analyser les données du SNDS. Et s'y ajoutent enfin des experts. Donc, premièrement, le comité scientifique qui s'occupe des questions scientifiques du projet. Et deuxièmement, les juristes qui conseillent Anne-Marie et son équipe concernant le cadre réglementaire applicable au projet. Si ces personnes qui sont expertes ont des questions et ne savent pas répondre à celles d'Anne-Marie et son équipe, ils peuvent bien entendu contacter donc, notamment la CNIL par le biais des permanences téléphoniques, par exemple. Merci beaucoup, Tess. Et donc, c'est vrai que finalement, si on revient à Anne-Marie et son équipe, on voit que un tel projet nécessite beaucoup du coup de profils et de différentes compétences. De la gestion de projet, biostatisticien, médecin épidémiologiste, des experts des données du SNDS, des experts juridiques, informaticiens, etc. Alors, bien souvent, on l'a déjà dit, hein, il n'y a pas forcément toutes ces compétences dans une seule et même structure, et c'est très rarement le cas chez les associations de patients, dont ce n'est pas la mission première de mener de telles études. Et donc, c'est pour ça aussi que c'était important de faire ce module et aussi de pouvoir un peu balayer tout ce que le Health Data Hub et la CNIL peuvent proposer du coup aussi en termes de suivi et d'apport d'expertise pour accompagner dans la construction de ces projets. Il y a aussi du coup toutes les entreprises spécialisées, bureaux d'études indépendants qui interviennent du coup et qui sont régulièrement du coup prestataires des associations. Donc, peut-être du coup sur la slide suivante pour terminer, finalement, l'équipe d'Anne-Marie, vous l'avez vu, elle est chef d'équipe, elle qui va porter le projet. Il y a déjà un statisticien, il y a une chargée de projet qui fait la communication, il y a un médecin externe, finalement, Anne-Marie, de qui elle a besoin pour compléter son équipe et mener à bien finalement son étude. Dans le cas du coup présent, elle va surtout avoir besoin en fait de quelqu'un qui sait manipuler les données du système national des données de santé, quelqu'un de formé et d'habilité pour le faire, parce que son statisticien, c'est pas forcément son cas, et donc du coup, notamment de passer par des bureaux d'études. Et puis aussi, l'équipe ne comporte pas d'experts juridiques sur les études en santé, et donc c'est là aussi où l'expertise du FData Hub ou de la CNIL peut être extrêmement utile pour répondre à ces besoins. Ok, donc comment partager les résultats ensuite? Alors, ça, c'est un point essentiel. Il en va de toute façon du fait que c'est de l'utilisation d'un patrimoine collectif. Et quand on mène un projet, il faut pouvoir le restituer. C'est une attente de la société civile. Et cette restitution, elle n'est pas contraignante. Elle peut avoir des formes extrêmement différentes, allant d'un petit abstract, c'est-à-dire d'un résumé, en passant par un poster, une affiche, ou allant encore plus loin vers de la publication dans des revues ou non à comité de lecture. Bref, il y a une granularité des types et des formes de publication, mais il faut pouvoir rendre compte des résultats et de l'avancée, si possible aussi, de son projet. Ça, c'est un point essentiel. Et aussi, parce que c'est un point essentiel, il faut pouvoir le penser en amont et s'organiser pour cela. Donc, dans le cas du projet, il sera, quoi qu'il en soit, répertorié sur le répertoire des projets tel que vous pouvez le voir sur notre site internet, avec quelques infos qui vont bien, mais qui ne disent pas évidemment tout de votre projet, parce que d'abord, il vous appartient à ce moment-là, et on peut avoir envie de donner de l'information au compte-gouttes, mais à un moment donné, il y aura aussi cette restitution un petit peu plus formelle sur les résultats. En règle générale, pour améliorer la portée du projet, il est vraiment judicieux de pouvoir intervenir lors d'un congrès ou de publier dans un journal qui va être spécialisé et de le penser. Et donc, ça a aussi un impact parfois sur votre équipe, parce que vous allez aussi penser à partir de votre équipe, à partir de personnes qui sont en capacité de pouvoir, ça peut être vous-même bien entendu, mais sinon s'entourer de personnes qui sont en capacité soit de le faire, de vous accompagner dans la rédaction de ces différents outils. On peut passer à la slide suivante, qui est une slide conclusive. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Donc, il est évidemment primordial, avant de monter un projet, de savoir justifier ce que l'on veut étudier.
Et ça, on peut en passer aussi par des séances de brainstorming, etc. Parce que la question, elle ne va pas toujours de soi. On peut avoir une idée en tête, on l'a bien vu, et puis il faut pouvoir la formaliser vraiment concrètement. La question qu'on veut vraiment se poser, et puis donc dans quel cadre réglementaire? Cette question, elle est associée à quel cadre? Il faut identifier les données nécessaires pour la réalisation du projet. Nécessaire, ça veut dire pas demander plus de données que nécessaire, mais évidemment, il n'en faut pas moins, non pas, il en faut suffisamment. Donc là, il faut pouvoir penser cet équilibre. Et c'est ce qui participe aussi, comme on l'a vu, à votre dossier lorsqu'il passe notamment au CESREF. On regarde évidemment cet élément-là. Il faut déterminer les compétences dont vous avez besoin lors de la composition de votre équipe, expert SNDS, juriste ou autre, et intégrer d'autres évidemment acteurs en fonction de vos besoins et de votre équipe principale de départ. Cette équipe, elle peut aussi se construire en co-construction, en demandant avis aux uns et aux autres. Si vous avez besoin d'informations ou d'exemples à suivre, vous pouvez évidemment consulter la documentation qui est sur notre site et sur le répertoire, encore une fois, des projets. Ça, c'est avant de monter un projet. Et puis, lorsque vous réalisez un projet, eh bien, il faut pouvoir présenter ces travaux pour qu'ils soient vus et compris par d'autres, dans le but évidemment de faire avancer les connaissances. Vous pouvez aussi utiliser des ressources qui sont mises à votre disposition sur notre site internet. Donc, on en a parlé, le Starter Kit. Il y a aussi beaucoup de guides, il y a des forums, il y a un site de collaboration en ligne. Tout ça est là pour vous aider. Et évidemment, il y a notre mail générique pour pouvoir nous contacter. Et puis, vous pouvez consulter les experts du Data Hub ou de la CNIL en cas de besoin et bien vous reposer sur les guides qui sont à votre disposition. Bref, tout ça pour vous dire en mots de conclusion qu'on se fait parfois tout un monde de l'accès au système national des données de santé. Évidemment, ce n'est pas complètement simple, bon, ça on ne va pas se mentir, mais c'est faisable. Et Tess en a parlé, mais on en a fait également une actualité sur notre site internet. Une autre association a déjà déposé une demande d'accès et analysé ces données, c'est la Fédération française des diabétiques. Ça veut bien dire que c'est possible. Il suffit juste d'avoir cette idée de bonne pratique. Donc, c'est tout à fait faisable et vous pouvez vous engager dans cette démarche. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, maintenant, il me semble qu'il reste peut-être, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a eu énormément de questions. Une grande nombre ont été répondues en direct. Donc, s'il y a encore d'autres questions de personnes, n'hésitez surtout pas à les mettre effectivement dans la zone questions. Il va y en avoir une effectivement pour Tess qui est très intéressante sur le côté effectivement MR04, SNDS, entrepôt. Juste peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les délais, et je pense qu'il est important de dire que nous sommes plusieurs autour de la table effectivement à avoir vu l'évolution aussi des données de santé et du SNDS au cours des années qui ont passé. Et aujourd'hui, on est quand même sur des délais extrêmement courts. La base de données à 2% dont on parlait tout à l'heure, le SND avant EGB, on est sur des délais de moins de 2 semaines pour avoir effectivement les droits d'y accéder. Donc aujourd'hui, la donnée de santé n'a jamais été aussi disponible dans un intérêt public et c'est quand même quelque chose à souligner. On n'est pas en train d'attendre 10 ans des choses et ça, c'est très, très important. Tess, vous avez vu la question sur effectivement, est-ce que la MR04 peut m'aider à lier le SNDS, peut-être clarifier la portée des MR? Qu'est-ce que vous en pensez, Tess? Oui, alors effectivement, donc la question porte sur la démarche présentée. Donc il y a une démarche présentée qui a trait donc aux procédures simplifiées et donc les MR et notamment la MR04 et l'autre donc démarche présentée, c'était la demande d'autorisation. S'il va y avoir donc un appariement de données avec des données du SNDS, mais aussi un appariement donc avec d'autres données et notamment là, en l'occurrence, ça concerne un registre. Effectivement, ça va sortir du cadre de la MR004 et donc ça va plus être possible de faire ça avec une démarche simplifiée, mais il va falloir déposer une demande d'autorisation. Donc c'est un projet qui est possible, qui est envisageable, mais bien sûr, dans le cadre d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL notamment. Hervé, tu peux peut-être juste redonner un mot entre MR, réexpliquer, même si on en a un petit peu parlé, etc., Tout à pour fait. qu'il y ait un cadrage plus global pour tous. Alors, effectivement, quand on manipule des données en général, l'agence, effectivement, en France, la commission qui s'intéresse à ça, c'est la CNIL. Il y a longtemps, chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, il fallait demander l'autorisation spécifiquement. Depuis quelques années, on est fonctionné sur un autre régime. On s'est dit, mais si finalement la manière que vous avez de faire se conforme à des principes qu'on retrouve dans plein de projets, des bons principes, des bonnes pratiques,
Eh ben, en fait, vous vous engagez à les suivre et dans ce cas, vous pouvez manipuler les données. C'est ce qu'on appelle les méthodologies de référence. Si on se dit qu'on va faire les choses de telle et telle manière, qu'on va stocker, qu'on va s'intéresser qu'à tel et tel type de données, et non pas celle-là, eh ben, on s'estime qu'on est dans la méthodologie de référence, par exemple 3 ou 4. Et dans ce cas, effectivement, on n'a pas besoin d'attendre, on fait son évaluation et effectivement, on s'engage à conformer cette méthodologie de référence et on peut faire l'étude. Par contre, si on n'est pas dans le cadre exactement de la méthodologie, dans ce cas, on doit déposer une demande d'autorisation à la CNIL qui va donc examiner pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans le cadre de 99% des projets. Ah oui, vous avez un besoin particulier. Ils vont l'examiner, ils vont examiner les mesures de sécurité, les mesures d'information et se prononcer ou pas sur une autorisation favorable. Voilà en gros l'esprit des Exactement. méthodologies de référence. Pour leur dire autrement, dans le cadre de ce webinaire, on a présenté la démarche classique guichet du Data Hub, Tout à CESRES, fait. CNIL. Classique ou standard, je ne sais plus exactement comment on l'a nommé, ce n'est pas très important. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça, c'est une démarche, mais qu'effectivement, selon votre projet, il peut y en avoir d'autres qui sont dites plus simplifiées Oui, parce qu'elles se justifient. Et là, la exactement. procédure va être un petit peu différente et c'est exactement ce que tu viens de décrire, Hervé. Voilà. Tout est. Il y a plein de questions qui tombent, c'est Il y a une question formidable. sur le CESRES, par exemple. Je Oui, pense que très le intéressante. CESRES pourrait-il interdire à une association de patients d'obtenir des informations auprès des sites de recherche? Je ne suis pas sûre d'avoir compris l'intégralité de la question. Donc peut-être vous pourrez me compléter. Moi, ce que je peux dire, c'est que le CESRES n'interdit rien. Le CESRES émet un avis. Et c'est là aussi que c'est important d'entendre finalement son rôle et sa qualification. Mais je laisse peut-être d'autres de mes partenaires compléter s'ils le souhaitent. Claude, tu veux peut-être compléter? Oui, enfin, je peux que renforcer ce que vient de dire Caroline, c'est-à-dire qu'il émet un avis et la décision finale appartient à la CNIL. La question, après, c'est de savoir quels sont les sites de recherche que vous indiquez, qui n'est pas très, pour le moment, pas très clair pour nous. C'est-à-dire que si un site de recherche, vous avez je ne sais pas, un centre de référence, par exemple, qui sur une maladie rare, qui a des données, etc., qui pour le moment ne les met pas à disposition pour différentes raisons, etc., parce que soit il n'est pas prêt, soit parce qu'il n'y a pas d'autorisation, parce que cela, évidemment, le CSRS ne peut ni interdire ni contraindre le centre de référence à faire quelque chose. Donc là, c'est une question qui est plus générale. Donc, mais pour ce qui est des données disponibles dans le système national de santé, et en particulier la base principale telle qu'elle vous a été décrite, c'est-à-dire les remboursements assurance maladie, PMSI, etc., 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 il n'y a pas d'interdiction au sens par la CSRS. La seule interdiction qui peut venir, c'est que la CNIL interdise parce qu'elle considère que le traitement n'est pas conforme et n'est pas légal, n'est pas réglementaire, quoi. Tout à fait. Et d'expérience, effectivement, le CSRS, et quand même, ce sont des gens qui voient passer des centaines de projets, même des milliers par an. Et effectivement, ils ont toujours un avis très intéressant, méthodologiquement, parce que vous avez l'impression que votre projet est extrêmement singulier, mais peut-être qu'eux vont s'apercevoir qu'il ressemble peut-être à un autre où il y a eu peut-être des soucis méthodologiques, il y a eu des soucis de réalisation. Et donc, le CSRS, son rôle, c'est aussi se prononcer sur finalement, mais est-ce que vous avez une chance d'y arriver ou est-ce que vous avez bien identifié les éventuels risques parce que vous escomptiez que tel codage soit fait en base, mais on sait qu'il n'est pas exactement fait comme ça. Vous escomptiez que telle information sont disponibles, elle n'est pas exactement représentée comme cela. Donc, c'est aussi, toujours dans cette idée de collaboratif, c'est très important. Et effectivement, leur avis, qui est peut-être favorable, réservé, est toujours assorti effectivement de conseils qui sont très précieux pour l'intérêt du projet. Il y avait une dernière question qui est quand même c'est intéressant parce que c'est l'éléphant dans la pièce, comme diraient les Anglais, c'est combien ça coûte? Alors, les données sont gratuites aujourd'hui, effectivement. C'est un point aujourd'hui, jusqu'à présent, les données du SNDS ne coûtent rien parce qu'effectivement, c'est un bien collectif. Si je peux Oui, me bien sûr, permettre, vas-y, Claude. c'est l'accès aux données qui ne coûtent rien. Je rappelle que les données ne Oui, sont pas vendues, ne sont pas achetées, etc. Elles appartiennent au patient, etc., etc. Donc, c'est juste un coût l'usage de ces données et l'accès à ces données voilà. qui peut être effectivement tarifé éventuellement. Et on y réfléchit, bien entendu, parce qu'on a un cadre global européen aussi qui se met en place sur lequel on réfléchit pour mettre des choses de ce type, parce que ça coûte cher de mettre aussi les données à disposition. Tout à fait.
Après, il faut être très clair, les experts ou les personnes qui vont manipuler ces données, qui sont habilitées, puis surtout qui ont la connaissance de ces bases, qui, on se souvient, si on parle du SNDS, sont des bases avant tout comptables, donc forcément n'ont pas été au départ conçues pour cet usage. Donc, il y a un petit peu de travail. Oui, effectivement, il y a des coûts. Alors après, il y a des appels à projets, il y a des différentes manières d'aider ces coûts. Peut-être que Arthur, tu veux en dire un mot, effectivement, comment les associations peuvent, entre guillemets, trouver ressources ou aide quand elles ont de tels projets. Alors, c'est vrai que pour une association qui démarrait, je pense qu'il s'agit surtout de trouver les bons partenaires je pense que les présentations autour du guichet du HDH, les différentes ressources, l'accompagnement de la CNIL sont des bons marchepieds aussi pour mettre le pied à l'étrier et qu'on n'a pas forcément effectivement l'habitude de financer ou de budgétiser ce type d'études parce qu'on n'a pas forcément vocation à en faire peut-être tout le temps ou je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon démarrage. Euh, et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi éventuellement des partenaires autres qui peuvent être liés aussi pour monter, on va dire, financièrement, boucler financièrement, entre guillemets, ces potentiels projets. Eh bien, on va pouvoir terminer ce webinaire en vous remerciant tous. A priori, on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie vraiment de participer à ce webinaire. En tout cas, nous, on a pris plaisir à construire avec l'ensemble des partenaires cette formation. On voit qu'il y a pas mal d'enthousiasme et toujours un grand nombre de personnes qui participent. Et c'est vraiment précieux de sentir que vous vous connectez, que vous avez envie de suivre. Et puis, on est évidemment encore à votre disposition, je le rappelle, pour pouvoir aider tout à chacun à utiliser cette merveilleuse base qui est le système national des données de santé pour porter en fait des projets d'intérêt public. Les patients en ont besoin et ça, je pense que c'est le message qu'il ne faudra jamais oublier parce que c'est pas qu'un sujet technique, c'est que derrière tout ça, c'est aussi des projets pour évidemment la santé de tous. Donc merci encore. Le prochain webinaire aura lieu en septembre. Vous pouvez évidemment vous inscrire dès à présent et n'oubliez pas que les supports sont aussi en ligne et vous pouvez les télécharger. Encore merci et très bonne semaine à tout le monde. Merci. Merci Et encore. bonne journée.